Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le site du concours Atout Plus 3 pour ce nouveau rendez-vous destiné à vous répondre, à vous aider, à vous guider, à vous orienter. Présenter bien sûr le concours Atout Plus 3 et répondre à vos questions sur les épreuves qui arrivent très bientôt et qui doivent certainement vous inquiéter. Et pour vous aider et vous répondre, nous avons deux invités, Valérie Collange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable concours à l'EM Normandie. Et vous êtes accompagné de Christian Chenel, qu'on ne présente plus, mais qui est tout de même le délégué général du concours Atout Plus 3. Et vous êtes également le titre exact, directeur des programmes de Novancia Business School Paris. Donc nous avons énormément de questions qui sont tombées. On va essayer d'en traiter un maximum. Et peut-être dans un premier temps, puisque Atout Plus 3 est un concours d'école de commerce, pourquoi rapidement choisir aujourd'hui une école de commerce ? Devant les différents choix qui s'offrent à un élève de terminale, puisque je suppose que nos internautes sont en majorité en terminale et passeront le bac cette année, effectivement le choix d'une poursuite d'études supérieures est très importante. C'est le bon moment, puisque la plupart doivent boucler leur choix de formation sur APB avant le 20 mars, donc ça approche très sérieusement. Donc entre les différents parcours qui sont possibles, pourquoi intégrer effectivement une école de commerce juste après le bac ? C'est essentiellement pour bénéficier des atouts d'une école de commerce, bénéficier tout d'abord d'un accompagnement individualisé avec, en bénéficiant de programmes généralistes pluridisciplinaires. Donc on n'est pas obligé de se focaliser dès après le bac sur une matière ou un domaine en particulier. Bien évidemment, les écoles de commerce forment à l'ensemble des métiers de la gestion et du management de l'entreprise. Mais en tout cas, en ce qui concerne les programmes bachelor, donc en 3 ans après le bac, c'est une formation complète, généraliste, qui aborde l'ensemble des facettes des métiers d'entreprise. Aussi bien la gestion, la comptabilité, la finance, le marketing, tous les aspects liés au développement international des entreprises, y compris la partie ressources humaines, etc. Deuxième avantage, c'est la dimension internationale. C'est le premier critère, je dirais, de choix jusqu'à présent des étudiants qui décident de rejoindre une école de commerce dès après le bac, de pouvoir bénéficier donc d'expatriation, soit académique, semestre dans une université partenaire à l'étranger, ou de stage à l'international. Et cette dimension est très importante après dans la construction d'un projet professionnel et dans le CV, dans les atouts pour s'insérer ensuite en entreprise. J'ai parlé d'entreprise, c'est le troisième point, c'est la proximité avec les entreprises, à travers soit des stages qui sont obligatoires chaque année, en fin de première, deuxième ou troisième année, ou pour certains, de plus en plus nombreux, des parcours en apprentissage, en tout cas en troisième année et parfois possible dès la deuxième année. C'est aussi tout ce qui est lié à la vie d'une école, à la vie étudiante et associative, donc de pouvoir aussi s'impliquer, s'engager sur des projets, souvent pour des commanditaires extérieurs, et donc de pouvoir être acteur de sa propre formation, prendre en main son avenir et construire petit à petit son projet à la fois personnel et professionnel. Voilà, je crois, les principaux atouts qu'on peut mettre en avant. Ils sont déjà nombreux. Alors on parle, voilà, dans les généralités, vous nous avez présenté les écoles de commerce et les atouts qu'elles peuvent représenter. Pourquoi, c'est la première question de Daniel, pourquoi choisir une école du concours Atout Plus 3 plutôt qu'une école autre, passer par un autre mode de concours Alors Atout Plus 3 regroupe 8 grandes écoles de commerce et de management, donc les 8 font partie de la conférence des grandes écoles. C'est un point important à souligner puisqu'il y a actuellement 33 grandes écoles de commerce et de management en France sur un peu plus de 200. Donc c'est déjà un critère de qualité et de reconnaissance très important. Ça veut dire que toutes ces écoles délivrent ce qu'on appelle un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc qui est un élément de reconnaissance supplémentaire. Délivrent toutes par ailleurs le grade de master qui est le plus haut niveau de reconnaissance dans les écoles de commerce et de management au niveau Bac+5.
sans parler des accréditations internationales qui viennent compléter donc, ces accréditations au niveau national. D'accord. Question Nicotte qui demande s'il y a une différence entre les différentes écoles du concours, non pas en termes de contenu pédagogique, mais en termes de sélectivité. Est-ce qu'il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres? Comment ça se passe? Alors la réponse est clairement oui, puisque chaque école, c'est un concours commun, donc l'avantage et l'intérêt pour le candidat, c'est qu'il passe une seule série d'épreuves écrites valable pour les 8 écoles. Mais après, chaque école a sa propre politique de sélection. Et donc chaque école réunit dans un premier temps un jury d'admissibilité, puis après les épreuves orales, un jury d'admission, et arrête une barre d'admissibilité ou d'admission, et donc une liste de candidats admissibles puis admis, qui peut varier effectivement d'une école à une autre. Donc certaines écoles, oui, sont plus sélectives que d'autres. Alors une question qui est un peu équivalente. Je viens de voir les coefficients des épreuves pour les écoles. Pourquoi y a-t-il autant de différences de coefficients d'une école à l'autre? J'imagine que c'est justement parce qu'ils ne cherchent pas les mêmes critères suivant les épreuves. Qui veut? Valérie. Oui, parce Valérie. que je pense que les critères de sélection sont différents. On a des écoles qui vont axer en fait davantage leur recherche de candidats sur les langues, donc ils vont augmenter leurs coefficients au niveau des langues. Il y en a qui équilibrent un petit peu les deux. On s'aperçoit que les coefficients en fait entre la synthèse et les épreuves de langue et de raisonnement logique varient entre 6 et 2. Et donc voilà, le choix des écoles, c'est de dire voilà, notre critère est plus sur l'international, donc on privilégie les langues, donc on va augmenter notre coefficient de langue. On s'aperçoit quand même que la synthèse garde un coefficient important. C'est une épreuve importante effectivement dans l'ensemble des épreuves demandées. Question de Léa Conny. Une fois le vœu concours à tout plus 3 confirmé sur APB, comment indiquer l'école souhaitée parmi les 8 proposées? C'est une bonne question. Donc tout d'abord, il faut aller jusqu'au bout de l'inscription sur APB, et avec les nouveautés introduites cette année, ce n'est pas plus simple qu'avant, puisque, nouveauté importante, donc le ministère a souhaité, pour laisser le moins de monde possible sans affectation en bout de course, que tous les internautes, les candidats donc, qui s'inscrivent sur APB, émettent obligatoirement un choix pour une licence non sélective. Et ils ne peuvent rien valider d'autre tant que cela n'est pas fait. Donc effectivement, c'est important d'aller jusqu'au bout. Pour s'inscrire au concours à tout plus 3, il suffit de sélectionner dans son panier d'école ou de formation au moins l'une des 8 écoles et d'aller au bout du processus de validation sur APB. Donc ça veut dire pour A tout plus 3 également acquitter les droits d'inscription en ligne, et éventuellement renvoyer des documents si on le demande au candidat. Donc ça, c'est important de le faire avant le 20 mars. C'est-à-dire qu'il faut absolument valider, sélectionner en tout cas les formations et s'inscrire au concours à tout plus 3 et mettre au moins une des écoles dans la colonne de droite, dans son panier. Au moins l'une des 8 écoles. Ça serait aussi simple. Ensuite, les candidats, les internautes ont jusqu'au 2 avril pour terminer, je dirais, aller jusqu'au bout de la validation de leur inscription. Troisième étape, c'est avant le 31 mai, entre le 20 mars, on ne peut plus rajouter de formation, mais les jeunes ont jusqu'au 31 mai pour compléter en fait, et classer leurs vœux par ordre de priorité. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas s'y prendre là encore au dernier moment. Et ce qui est très important, c'est de rajouter toutes les écoles que le jeune souhaite intégrer à la rentrée, et en les classant par ordre de préférence. Par ordre de préférence. D'accord. Question de Gaël, qui s'occupe de choisir les dossiers admissibles? Est-ce que ce sont les écoles directement? Et quels sont vos critères si c'est le cas? Qui s'occupe de choisir les dossiers? Alors, qui détermine les admissibles? Comment se déterminent les admissibles? C'est par rapport aux épreuves, aux résultats d'épreuves? Il faut déjà rappeler que c'est un concours, donc nous ne tenons pas compte des dossiers scolaires. Oui. Nous ne regardons pas les bulletins de première ou de terminale. C'est un concours, donc c'est un classement par ordre de mérite.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les écoles arrêtent une barre d'admissibilité puis d'admission. En fonction du jeu de coefficients, on obtient un total de points. Et chaque école, donc, vont jusqu'à telle moyenne pour arrêter la liste des candidats admissibles puis admis. Oui, ce n'est pas un choix qui se fait au fur et à mesure. Il y a de des l'eau. barres qui sont déterminées dès avant le concours et qui Non. sont du coup passées ou non par les candidats qui passent Non. les différentes épreuves. Voilà, donc il faut passer toutes les épreuves obligatoirement et réussir le mieux possible toutes ces épreuves pour avoir le maximum de points. Alors une question simple, comment bien s'entraîner aux épreuves? Quels sont les moyens aujourd'hui? Évidemment, on a parlé de la manière de s'inscrire, et maintenant, voilà, les épreuves sont là, elles arrivent, il faut que je me prépare. Déjà, peut-être on s'y prend pas maintenant pour se préparer aux épreuves, ou est-ce qu'on peut? On peut encore se préparer parce qu'il y a encore des Ça se journées bachote. de préparation Mieux vaut aux tard que jamais. entraînements. C'est Donc vrai. voilà, puisqu'on en propose jusqu'au mois de mai, Oui. jusqu'au 11 mai, je crois, il y en a. Donc 4 journées de préparation? Oui, je crois que c'est jusqu'au 4 mai. Les dernières doivent être à Paris, me semble-t-il. je crois que la dernière est au Havre. Waouh. Si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y en a encore une. Mais en tout cas, il y en a encore au mois d'avril, dans différents sites. Il y en a à Paris, il y en a à Nantes, il y en a à Lyon, il y en a à Dijon, il y en a au Havre. Donc il y a encore de quoi, Il y a encore de quoi se préparer voilà, et- de et continuer à se s'entraîner. préparer, à s'entraîner. Après, on peut utiliser aussi, si on ne se rend pas sur les JPE, les annales, parce qu'elles sont faites pour ça. Elles sont en ligne sur le site Atout+3. On peut les récupérer par l'espace des grandes écoles, en fait. Donc ça permet de se préparer et puis de voir un petit peu à quoi ressemblent les épreuves, d'avoir les corrigés des épreuves. Donc voilà, ce sont les systèmes de préparation. Mais c'est vrai que les JPE, c'est important. Oui, vous les conseillez particulièrement. On se rend compte Parce sur place, on a qu'on l'atmosphère les met vraiment aussi dans de- l'atmosphère, comme s'ils étaient en examen. On leur donne les réponses à leurs questions. Donc c'est important de se rendre au JPE quand on peut le faire, oui. Alors c'est vrai que la plupart des JPE pour les écrits sont passés. Je vois qu'il y en a encore une samedi prochain à La Rochelle, le 19 mars. Ou le 23 mars à Oui. Nantes. Parce qu'elles sont thématisées. Il y a des journées plus spécifiquement. Non, c'est Non, le même format, c'est mais il y en a dans exactement le même format. chacune des 8 Dans chaque- écoles. Oui, oui. Ce que je dis toujours, hein, ce qui est important, c'est de ne pas arriver en touriste le jour du concours. C'est au minimum, effectivement, d'avoir regardé les annales et, si possible, de s'être entraîné en conditions, c'est-à-dire en temps limité, pour prendre connaissance de la nature des épreuves, du type de questions et s'entraîner à y répondre. Ça ne demande pas de connaissances particulières, donc il n'y a pas besoin de bachotage, entre guillemets. On pourra rentrer dans le détail si Bien les sûr, internautes ça, le oui. souhaitent dans le détail de chacune des épreuves. C'est prévu. Donc c'est ouvert à l'ensemble des élèves de terminale, quelle que soit leur section d'origine, mais ça implique quand même de s'y préparer à l'avance. Petite question pratico-pratique sur les lieux de ces JPE. Alors, vous représentez chacun une école, mais vous avez aussi plusieurs campus disséminés et pas forcément, notamment en Normandie, pas forcément uniquement en Normandie. Est-ce que ces JPE peuvent être aussi accessibles sur vos différents campus ou est-ce que c'est pour chaque école sur le campus principal, donc Novancia ou le campus du Havre de Normandie? Est-ce que ça se fait par exemple sur le campus parisien aussi de M Normandie? Alors, au niveau d'Atout+3, étant donné que les étudiants intègrent uniquement sur le campus du Havre pour le M Normandie, les JPE ont lieu sur le campus du Havre. D'accord. Voilà, comme ça leur permet aussi de voir le campus, etc. Et je pense que c'est un petit peu le même cas pour les écoles. Je crois que c'est Dijon qui est dans le cas de 2 campus aussi. Ouais, il y a un campus à Dijon et un autre à Lyon. Et pour le Et coup, ça eux doit se répartissent Il y leurs a JPE effectivement, Sur les deux oui, campus. sur les deux campus. Donc Oui. ça vaut le coup de bien se renseigner sur cet aspect-là. Oui. Si vous voulez intégrer une école, ça peut se faire peut-être. Vous pouvez prendre la température sur un autre lieu que celui auquel vous auriez pensé initialement. Est-ce que c'est payant, les JPE? On sait que l'inscription donc se fait sur le site. Sur le site Atout+3. Sur le site Atout+3. Non, les JPE sont gratuites et nous remettons aux candidats qui se déplacent les annales 2015, donc les annales du concours de l'année dernière. D'accord.
Est-ce qu'il y a un quota? Il y a un nombre de places? Ou est-ce qu'il faut peut-être se préparer, enfin s'inscrire en amont quand même, ne pas attendre Non, le dernier moment? il faut obligatoirement s'inscrire en amont, ne serait-ce qu'à Pour cause des mesures l'organisation. Vigipirate, etc., pour les questions de sécurité. Ça peut Mais, être rempli, complètement oui, fermé. oui, Et, ouais. mais Ça peut arriver. ça peut arriver. D'accord. Mais le but, c'est justement d'ouvrir au maximum à tous les candidats qui le demandent de pouvoir ouvrir. Donc les écoles s'organisent en conséquence, ouvrent un maximum de salles et mobilisent un maximum de personnel pour pouvoir justement s'entraîner tout le monde. et accueillir D'accord. les candidats. Alors parlons un petit peu des épreuves. Question de Pépita, en quoi consiste l'épreuve de raisonnement logique? Est-ce qu'il y a des annales quelque part pour m'aider? Donc les annales, oui, vous en avez parlé Valérie. Et en quoi consiste l'épreuve de logique, de raisonnement logique? L'épreuve de raisonnement logique, elle est sous forme de QCM. Donc ce sont des questions de culture générale, des problèmes à résoudre. C'est, je dirais, un petit peu divers et varié, mais ça reste sous forme de QCM. Donc il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de choses comme ça. Les sujets à traiter, c'est de l'actualité, donc c'est du récent, c'est de la culture générale, donc ça peut aller. C'est une épreuve qui est double, parce que elle s'appelle en fait logique et ouverture au monde. Donc il y a une partie de raisonnement logique, effectivement, à partir d'exercices de logique verbale, numérique, résolution de problèmes, etc. Mais il y a aussi toute une partie sur l'ouverture au monde. Donc l'objectif, c'est de tester la curiosité et l'appétence à suivre l'actualité des candidats. Donc c'est des questions d'actualité, de géopolitique, sur les grands événements, les grandes personnalités dans le monde, etc. Sur l'histoire. Donc ça vous permet de voir vraiment l'ouverture du candidat qui est en face de vous, à quoi il s'intéresse, et ce sur quoi il est capable de vous répondre. Comment bien se préparer à l'épreuve de synthèse? C'est l'épreuve que je redoute le plus. Question de Sacha, on en parlait un petit peu Valérie avant, en disant, voilà, vous disiez justement cette épreuve-là, effectivement, il faut la démystifier aussi. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette épreuve? C'est vrai que c'est l'épreuve la plus longue du concours, c'est celle qui dure 2h30. C'est la seule épreuve qui n'est pas sous forme de QCM, c'est une épreuve où on leur demande de lire, de comprendre ce qu'ils lisent, de synthétiser ce qu'ils ont lu, donc, voilà, et après d'écrire. Donc il y a un exercice d'orthographe, de compréhension et de lisibilité de tout ce qu'on leur aura donné. Donc c'est pour ça qu'ils le redoutent un petit peu, je pense. Mais ceci étant dit, les JPE sont faites vraiment pour ça. C'est-à-dire qu'on les prépare vraiment à l'exercice de la synthèse. Et puis les synthèses, ils en font toute l'année. Ils sont au lycée. On les entraîne aussi à ce genre d'exercice. Donc on n'invente rien en leur délivrant une épreuve de synthèse et en leur demandant de rédiger et de comprendre ce qu'ils ont lu et de rédiger quelque chose de plus synthétique et de ressortir les idées les plus pertinentes de ce qu'ils ont lu. C'est la continuité de l'enseignement du lycée, de toute façon, de la manière de fonctionner et de ce qu'ils ont appris en termes d'écriture et de maîtrise de la langue. Et puis là encore, ça ne demande pas de connaissances particulières parce que c'est sur un dossier d'actualité, un dossier de société entre 12 et 15 pages environ. Donc il faut simplement bien organiser son temps, avoir une méthodologie de travail pour prendre le temps de lire l'ensemble des articles, de surligner ou de prendre rapidement des notes pour voir quels sont les points les plus importants dans chacun des articles, et après de prendre le temps de construire sa rédaction, donc de faire un plan. Et pas se lancer à corps perdu tout de suite dans une rédaction, mais de prendre le temps de bien réfléchir, à articuler sa pensée, sa rédaction, pour faire donc une synthèse entre 450 et 500 mots environ. Et le temps qui leur est donné est de toute façon, par rapport au nombre d'articles qu'ils ont à lire et par rapport à toute la lecture qu'ils ont à faire, c'est adapté, bien évidemment. Il n'y a pas on ne prévoit pas suffisamment de temps pour lire tous les articles. Il faut lire en fait toutes les données qui sont données. Normalement, ils ont le temps pour le faire. C'est nécessairement une synthèse de presse? Ce sont des articles de presse repris un petit peu partout, ou est-ce que ça peut être d'autres types de documents? Ça peut être des graphiques, mais c'est essentiellement des articles de presse. Des articles, d'accord, qui tournent autour de la même thématique et desquels il faut sortir la substantifique moelle. Tout à fait. Question de Victoire Barrault. L'épreuve de deuxième langue est-elle à l'écrit ou à l'oral? Est-elle obligatoire dans toutes les écoles? Alors,
Peut-être que c'est peut-être l'occasion justement de refaire un panorama des différentes épreuves à l'écrit et à l'oral. Alors peut-être reprendre donc Ouais. les épreuves écrites sont au nombre de 4. Une épreuve de synthèse, on vient d'en parler, en 2h30. L'épreuve de logique et ouverture au monde. Une épreuve obligatoire d'anglais et une épreuve obligatoire également de deuxième langue. Avec au choix donc allemand, espagnol, italien ou chinois. Pour la première ou pour la deuxième? La deuxième Pour langue. la deuxième langue. Pour la Parce deuxième que langue. la Ouais. première Ouais, langue, c'est c'est l'anglais. obligatoirement C'est l'anglais. l'anglais. Nécessairement. L'anglais incontournable. Incontournable. En commerce. Il faut se présenter obligatoirement à l'épreuve et au moins signer la feuille de présence, même si le candidat rend copie blanche. Puisque nous ne C'est une prenons en précision, compte ouais. que les points au-dessus de la moyenne. Donc ça ne pénalise pas les candidats, ça ne peut que leur rapporter des points supplémentaires. D'accord. Sur la Extrêmement important, LV2 effectivement. uniquement. D'accord. Est-ce qu'il y a une épreuve de LV3, italien par exemple, pour augmenter nos chances d'être pris dans une école Non. sélective à l'international? Partenariat avec les universités italiennes, merci. Non, Faut on peut présenter, commencer par la suite une troisième langue si on est déjà bon, voire très bon en anglais et en LV2. Mais nous n'avons pas prévu de troisième langue au concours. C'est déjà bien. Si vous maîtrisez déjà Tout à fait. 2 langues parfaitement, ça vous... Et l'italien est dans les LV2, donc à la limite, on ça peut peut être toujours ensuite présenter l'italien en anglais et italien. LV2. Alors, question de Pat, souvent la question tombe à l'oral. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Et qu'est-ce qu'on dit si on n'a aucune idée? C'est vrai. Alors ça peut être une question. Évidemment, il recense là les questions pièges ou les questions de bouche à oreille. Qu'est-ce que vous... déjà, est-ce que c'est une question que vous poseriez? Et qu'est-ce qu'il faudrait répondre dans ce type d'exercice? Alors moi, je dirais qu'à l'oral, il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise réponse aux questions. On n'attend pas du candidat qu'il nous sorte des réponses types quand on lui pose une question. On veut juste, en fait, voir s'il a déjà une idée de son projet professionnel. Alors, il y en a qui en ont déjà, hein, juste après le bac, ils savent déjà derrière comment C'est bien. ils vont décliner, mais ce n'est pas la Ça majorité. arrive, mais ce n'est pas la majorité. Voilà. Je comprends, Donc, ouais. c'est normal. on comprend tout à fait que l'étudiant nous dise, à vrai dire, j'ai pas encore d'idée là-dessus, et justement, je viens dans une école de commerce parce que ça va m'aider à construire mon projet professionnel et ça va m'amener à trouver un chemin professionnel, monter mon réseau professionnel, et justement, ça va m'aider à mener toute ma scolarité dans ce sens-là. Donc voilà, on n'attend pas une réponse type à ce genre de questions, mais c'est vrai qu'on peut la poser. Ça peut être posé de cette manière-là ou d'une Oui. manière différente, Oui. mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de savoir ce que vous avez en tête aujourd'hui et Oui. pas de vous construire quelque chose. Non. C'est ça. Ce qui est important là aussi, c'est de préparer un peu les épreuves orales et notamment l'entretien de motivation, hein, parce que je rappelle qu'à l'oral, il y a un oral d'anglais et un entretien de motivation devant un jury constitué de 2 personnes. Ce qui est important, c'est d'être soi-même. Effectivement, de pouvoir mettre en avant les quelques expériences que peut avoir un élève de terminale, mais à travers les projets qu'il a pu réaliser, les séjours à l'étranger, un engagement associatif, un projet réalisé, etc. Ce qu'on cherche à détecter, c'est une personnalité, ce sont des potentialités et surtout une motivation, c'est-à-dire qu'effectivement les candidats prennent le temps d'aller sur les sites internet ou aux journées portes ouvertes, etc., voir un peu ce que proposent les différentes écoles, qu'est-ce qu'un programme bachelor, qu'est-ce que ça implique, et éventuellement pose des questions même aux membres du jury sur tel ou tel point, pour montrer aussi son intérêt. Un échange. Voilà, c'est plus un échange. Il n'y a pas de question piège. Hein. C'est vrai qu'on forcément, quand on passe un oral, on s'attend tout. Enfin, on s'attend. On peut appréhender le fait d'être piégé par le jury. C'est pas du tout Non, le but, c'est pas de faire l'objectif, fuir les candidats, c'est justement de plutôt leur montrer que les écoles sont prêtes à les accueillir, mais on a besoin de comprendre un petit peu quel parcours ils souhaitent avoir, pourquoi ils sont là, est-ce que vraiment ils sont motivés pour intégrer les écoles, ou est-ce qu'ils sont là par hasard et parce qu'ils ont tout un chemin à faire et tout un tour de France à faire, peut-être, mais voilà, le but c'est vraiment de détecter la personnalité, la motivation, les qualités relationnelles, la facilité de s'exprimer, c'est toutes ces choses-là, l'expression orale, le contact. Aussi bien pour eux que pour vous. Que pour nous. Pour vous que pour eux, surtout dans ce sens-là. Vous n'allez pas les orienter vers des pistes dans lesquelles ils se perdraient alors qu'ils n'ont pas forcément peut-être finalement
l'envie ou les dispositions. C'est aussi notre responsabilité, Ouais. effectivement, d'éviter autant que faire se peut des erreurs d'aiguillage. Question d'Eva, combien d'euros conseillez-vous de passer? Sachant qu'on peut, donc il y a 8 écoles. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter, comme passer par exemple celle qu'on préfère en dernier, en premier? Est-ce que vous avez des tuyaux? On vous demande Eva. Alors là, déjà, combien d'écoles on peut passer? On est déjà limité par rapport au nombre d'écoles où on sera admis. Alors, il y a des étudiants, des candidats qui sont admis dans les 8 écoles. Donc, ils n'ont que l'embarras du Admissibles choix. après les écrits. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel on conseille de le faire? Je ne sais pas. C'est tellement... comme elles sont très, très dispatchées un petit peu partout, Mais je c'est pense vrai que c'est... le discours qu'on entend parfois, c'est de se dire, si vous avez la chance d'être admissible dans plusieurs, les premiers euros, vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise, vous essayez peut-être de travailler votre discours, alors ça se fait évidemment en amont, chez vous, avec vos proches ou quoi aux caisses, mais se dire, si par exemple je veux intégrer Noventia ou le M Normandie absolument, si je m'entraîne à Grenoble, dans une école alternative, peut-être que ça me permettra d'être meilleur quand je vais passer celle que je souhaite. Est-ce que c'est un discours que vous avez déjà entendu et que vous pourrez conseiller, ou est-ce que finalement vous dites, non, il n'y a pas forcément de règles? Honnêtement, pour l'admission post-bac en bachelor, il n'y a pas de règle, il n'y a pas vraiment de règle. La moyenne est entre 2 et 3 euros. Donc c'est complètement différent des recrutements sur classe préparatoire ou des recrutements plus tard sur admission parallèle, donc après un bac plus 2, un bac plus 3, où là effectivement les candidats peuvent passer jusqu'à 7, 8 euros différents. C'est beaucoup moins le cas dans le cadre du bachelor où le recrutement reste essentiellement régional. Non, il n'y a pas de stratégie particulière à adopter, bon, si ce n'est effectivement s'y préparer, même pour le premier entretien, un peu à l'avance. On n'a pas rappelé, je crois que c'est le moment de le faire, que donc les épreuves écrites se dérouleront le samedi 16 avril, donc elles sont communes, comme on l'a dit, aux 8 écoles. Et c'est après, donc au moment de l'inscription aux euros, qu'intervient un choix d'école. Donc l'inscription aux euros s'effectue sur le site Atout Plus 3 et c'est là où les candidats peuvent choisir de se présenter dans 1, 2, 3 ou plus d'écoles. Ils auront leur résultat d'admissibilité bien sûr au moment où ils souhaitent s'inscrire, ou est-ce qu'ils s'inscrivent d'abord et ensuite ça s'élimine par rapport au résultat d'admissibilité? Nous sommes sur APB, nous devons respecter la charte APB, nous n'avons pas le droit de donner de résultats. Ceci dit, nous appelons les candidats à s'inscrire aux euros et ils ne pourront s'inscrire, ils n'auront d'accessibles que les écoles dans lesquelles ils ont été déclarés admissibles. C'est ça. Ouais, parfait. C'est bien aussi, ça fonctionne, le résultat est le même. Voilà. On le comprend. Alors, question de V Orange. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux connaître les spécialisations en 3e année proposées par l'école où on est admissible? Voilà, est-ce qu'on peut peut-être élargir cette question? Mais la réponse me paraît être... Est-ce qu'il faut bien connaître les programmes des différentes écoles, les programmes pédagogiques des différentes écoles? Alors, on parle de la 3e année, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure, on cherche à mesurer aussi le degré de motivation d'un candidat pour intégrer une école, un programme bachelor. Donc c'est vrai qu'on attend de lui qu'il ait regardé ce que propose chacune des écoles en termes de déroulement d'études, en termes de possibilités d'expatriation pour des semestres académiques par exemple, quelle est la progression pédagogique, est-ce qu'il y a des projets à réaliser, etc. Y compris effectivement les spécialisations en 3e année, mais pas seulement. Oui, je pense que la côté de la question, c'est ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à la 3e année. La 3e année, alors qu'on a accès dans première année. Est-ce qu'on peut nous poser des questions sur les formations, sur des choses très précises? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la première année et la 3e année, les écoles, elles continuent de bouger et d'évoluer. Il peut y avoir des nouvelles spécialisations qui apparaissent entre le moment où l'étudiant rentre dans l'école et puis arrive en 3e année. Donc peut-être qu'au moment où les candidats intègrent, la spécialisation n'existe pas et puis elle apparaîtra peut-être l'année suivante ou l'année d'après. Et donc du coup, à ce moment-là, la spécialisation sera celle qu'elle avait choisie. Mais je pense, oui, il faut s'intéresser aux écoles, ça c'est important. Il faut savoir ce que font chaque école, parce que chacune ont des spécialités et des spécialisations qui peuvent être différentes.
Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement s'arrêter là en disant je n'intégrerai pas cette école-là parce qu'elle n'a pas de spécialisation qui me corresponde en 3e année. Parce que peut-être que justement cette école-là évoluera et décidera de faire apparaître des choses qui intéresseront au fil du temps. Alors, pour compléter, il n'y a pas forcément de spécialisation en 3e année, tout dépend des écoles aussi. Parce que de plus en plus, le bachelor est le premier cycle, à l'instar de la licence à l'université, d'un parcours en 5 ans. Donc c'est bien ce qu'on propose à travers Atout+3, c'est la possibilité d'intégrer un programme en 3 ans après le bac, de pouvoir obtenir un diplôme au bout de 3 ans, de ne pas avoir à attendre 5 ans pour obtenir un premier diplôme dans l'enseignement supérieur, et d'avoir le choix au bout de ces 3 ans, soit de commencer à travailler. Il y a encore un certain nombre d'étudiants qui font ce choix-là, souvent recrutés par l'entreprise dans laquelle ils étaient en stage ou en apprentissage en dernière année, ou qui créent leur entreprise. La grande majorité, 80-85%, veulent poursuivre jusqu'au master. Et là aussi, donc l'intérêt du bachelor, c'est d'avoir le choix, soit de pouvoir continuer dans la même école, soit dans une autre école, soit ailleurs, pourquoi pas à l'université, pourquoi pas à l'international. D'accord, différentes possibilités. On revient sur les oraux. Question de Quentin, une question, je dirais, annuelle. Pour les oraux, est-ce qu'il faut venir habillé en costume ou comment on s'habille dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en jean, basket, chemise, enfin jean, basket, jean, chemise, enfin jean, cheminée. Donc j'imagine que c'était jean, chemise, mais effectivement, ou col cheminée peut-être aussi, pourquoi pas. Bon, blague à part, le dress code, question qui revient forcément et que vous connaissez par cœur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Quelque chose de nouveau? Non. Alors, c'est pareil, c'est comme tout. Il y a pas de, on ne demande pas à tous les candidats d'arriver en tailleur ou en costume. Ce qu'on demande, c'est qu'ils aient en effet quand même une tenue correcte exigée. C'est-à-dire pas arriver avec un jogging et puis où on voit le caleçon dépassé ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut avoir une tenue correcte. C'est une école de commerce, tout de même. Voilà, on n'est pas obligé d'arriver avec sa cravate non plus. On peut, en tout cas, ce qui est important, c'est que la tenue dans laquelle les candidats viennent, ils s'y sentent à l'aise. Il ne faut pas mettre une tenue qu'on n'a jamais mis depuis, qu'on achète spécifiquement pour venir passer les oraux et qu'on n'a jamais porté parce que je pense que la personne ne se sentira pas à l'aise et c'est pas le but. Vous le verrez. Et on le voit. Tout à fait. Il ne faut pas avoir l'impression de se déguiser et Voilà. d'être complètement coincé. Ce n'est pas le but. Il faut être soi-même, mais Pas trop. Ça dépend. En étant bien habillé, on peut être très bien habillé avec un jean, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Oui, donc le jean, par exemple, Tout un à jean fait. chemise, c'est une tenue qui ne vous Bien choque sûr. pas et puis voilà, Bien sûr. que vous avez déjà vu. Et il y a même des gens qui Oui, ont réussi. on l'a déjà qui vu. sont- Tout à fait. On préfère un candidat à l'aise en jean qu'un candidat complètement coincé en costume cravate. Voilà. Tout est dit. Question de Vainé, est-ce qu'il y a des centres d'examen à l'étranger dans les dom-tom ou est-ce que je dois venir pour les écrits et les oraux nécessairement à Paris? Les centres d'examen, on n'en a pas parlé, des lieux d'épreuve, enfin, on n'en a pas parlé. Alors, Sans doute un peu. déjà, ce n'est pas forcément à Paris, parce que chaque école est centre de concours, donc en France métropolitaine. Et cette année, nous ouvrons 5 centres hors France métropolitaine, donc d'abord dans les DOM à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Fort-de-France, en Martinique, pour les Caraïbes, et également donc 3 centres à l'étranger, à Casablanca, à Oxford et à Francfort, où les candidats peuvent passer à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales, qui se passeront d'ailleurs à distance pour ces candidats-là hors France métropolitaine. À distance, les épreuves orales? Oui. À distance, c'est-à-dire que les jurys seront nécessairement en métropole. Oui. Non, Pas- non, quand on dit à distance, c'est que les candidats n'ont pas à se déplacer ni pour les épreuves écrites ni pour les Ah, épreuves mais les orales. jurys seront Mais sur les place, jurys ce ne sera pas seront, par ce un sera pas système en de face à- visioconférence. voilà. Si, ça se fera En visioconférence ou Skype. etc. À distance. À distance. D'accord, donc eux seront effectivement Tout à fait. sur leur centre, dans leur territoire respectif. Question de Bafour. Est-il possible d'intégrer une école de commerce après un BTS MUC? Merci pour ce chat. Alors oui, on peut intégrer une école de commerce après un BTS MUC,
Mais Par le concours à tout plus 3. Mais c'est dommage de retourner sur un concours à tout plus 3 qui fait du recrutement post-bac. Bah oui. Ouais, Donc parce avec qu'on avait un déjà bac plus BTS 2. MUC, il faut plutôt s'orienter sur le concours passerelle, passerelle 1, qui permet justement d'intégrer les écoles de commerce, mais à un niveau bac plus 2. Puisque le bagage de son BTS, autant qu'il lui serve justement pour Bien sûr. avancer un petit peu. Il y a pas, Vous n'avez pas de profil, vous, de gens qui ont fait des études post-bac et qui viennent s'inscrire au concours à tout plus 3, c'est nécessairement, c'est évidemment un concours post-bac. Hein, mais la seule chose qu'il faut préciser, c'est qu'il faut être sûr d'obtenir son BTS. Oui. Parce que la condition, c'est non seulement de réussir le concours passerelle 1, mais aussi d'avoir son diplôme à bac plus 2. Donc si on n'est pas sûr d'avoir son diplôme, je conseille plutôt effectivement de passer à tout plus 3 pour avoir plus de chances d'intégrer une école de commerce à la rentrée prochaine. Maintenant, si le candidat est sûr d'obtenir son BTS, il vaut mieux effectivement qu'il passe un concours d'admission parallèle, notamment passerelle 1, pour intégrer donc en troisième année d'école de commerce. Oui, parce que c'est sûr, le bac, il l'aura déjà obtenu nécessairement. Et d'ailleurs, petite précision, mais qui coule de source, pour passer le concours à tout plus 3 et surtout accéder, ensuite, il faut avoir son bac, évidemment validé, puisqu'ils le passeront Même en fin de... Il faut réussir le concours à tout plus dans 3, mais mais aussi obtenir le obtenir baccalauréat. son bac. Question de Marie-Claude. Bonsoir, ma fille prépare le concours en ce moment. Est-ce que les prix des écoles sont les mêmes? Existe-t-il des aides pour les étudiants boursiers? Alors, est-ce que pour l'inscription pour le concours à tout plus 3, il n'y a pas de variante entre les différentes écoles? Non, alors il faut distinguer les droits d'inscription au concours, Voilà. qui se règlent sur APB donc au plus tard d'ici le 20 mars. Donc c'est 130 € pour les épreuves écrites, donc pour l'ensemble des 8 écoles, plus 30 € par oral par la suite. Quelle que soit l'école. Quelle que soit l'école. 30 € si on passe l'entretien plus l'anglais, et après c'est 20 € là où on passe. S'ils passent plusieurs écoles à l'oral, en fait, ils ont 30 € pour là où ils vont passer l'entretien plus l'anglais, 20 € là où ils ne passeront que l'entretien. Valérie a raison d'apporter cette précision, parce que c'est une nouveauté du concours 2016. Les candidats n'ont à passer l'oral d'anglais qu'une seule fois. Donc ils choisissent un centre de concours pour l'oral d'anglais. Et effectivement, c'est 30 € dans l'école où ils passent à la fois l'oral d'anglais et l'entretien de motivation, et ce n'est que 20 € pour les écoles dans lesquelles ils ne passent que l'école supplémentaire. 20 € par école supplémentaire. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors ça, ce sont les droits d'inscription au concours. Ensuite, il y a les frais de scolarité quand on intègre une école de commerce à la rentrée prochaine. Donc là, les tarifs varient d'une école à l'autre et en gros s'étagent entre 6 000 et un peu plus de 10 000 € par an, suivant l'école que choisit le candidat. Bien évidemment, nous accueillons des boursiers et de plus en plus de boursiers. Toutes les écoles ont également un système complémentaire de subvention ou d'exonération partielle de frais de scolarité qui, dans un certain nombre de cas, se cumule avec la bourse Crous et dans certains cas peut couvrir la totalité des frais de scolarité. Donc ce que je dirais, c'est vrai que les écoles de commerce sont payantes, c'est un investissement, mais l'aspect financier ne doit pas être un frein si vraiment des candidats sont motivés pour intégrer une école de commerce, nous devons trouver une solution. Des solutions existent et il faut qu'ils vous rencontrent pour pouvoir étudier les possibilités de vous permettre l'accès à cette On n'a pas parlé des prêts bancaires, mais il y a aussi, donc, on a parlé d'apprentissage, alors pas dès la première année, mais ça peut être en deuxième ou en troisième année. Et là, je rappelle que quand on est apprenti, on ne paye pas de frais de scolarité et on est salarié de l'entreprise, donc on touche un salaire qui est un pourcentage du SMIC. À Novancia, par exemple, nous avons mis aussi en place une classe étudiants salariés dès la première année, qui permet d'aménager l'emploi du temps des étudiants pour qu'ils puissent, donc ils ont cours le matin et ils peuvent travailler l'après-midi, et donc ils peuvent garder un certain équilibre et ils ne sont pas obligés de travailler uniquement la nuit et le week-end. Pas uniquement. Alors, il nous reste 5 grosses minutes. Question de JPP. J'ai une question un peu particulière. Si je choisis une école, c'est forcément pour les 3 années, j'imagine. Il n'est pas possible en deuxième année d'intégrer une autre école du concours. C'est une question originale. C'est vrai, on ne peut pas faire de passerelle une fois qu'on est entré dans une école entre les différentes écoles. Quel en serait l'intérêt? Mais ça n'est pas possible. Ça peut être possible à titre exceptionnel en cas de déménagement, par exemple.
Mais des cas de la force règle, c'est que majeure, non, mais quand on intègre une école, c'est pour les 3 années du bachelor. Oui, puis le cursus est construit de toute façon d'une Voilà. certaine manière, enfin de Ouais. différentes manières dans chaque école. Donc Complètement. la logique, elle serait pas. Par contre, l'étudiant, s'il décide de continuer sur le grade de master, là, il a la possibilité de nouveau de changer d'école. Est-ce que c'est possible de faire de l'alternance en bachelor? Question de Jeff. Oui, c'est tout la à fait plupart du possible. temps en 3e année, Mm. mais dans certaines écoles, dès la 2e année. L'intérêt, c'est vraiment de toucher du doigt le monde de l'entreprise. Pour vous, vous le conseillez, l'alternance Alors, c'est une insertion en entreprise qui va encore plus loin que les stages, mais qui est un parcours particulièrement exigeant, je crois qu'il faut le souligner, qui est réservé à des candidats matures et qui sont capables de bien s'organiser par eux-mêmes, puisqu'il faut être capable de gérer à la fois sa vie d'étudiant et sa vie de salarié, et sa vie personnelle. Ce qui est complexe, effectivement. C'est Déjà, très gérer sa complexe. simple vie d'étudiant, Oui. on est tous passés par là. Et après, il y a l'avantage qu'expliquait Christian tout à l'heure de financier aussi. Ouais. Quand on choisit la branche de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, c'est aussi parce que financièrement, ça apporte un plus. Ça permet de ne pas payer ses frais de scolarité, d'être pris en charge par l'entreprise et puis, par contre, d'être salarié d'entreprise. Mais il ne faut pas que ce soit la seule Mais motivation. il ne faut pas, voilà. Oui. Ouais. Sinon, ça peut vite être. Bah, l'entreprise s'en rendra compte aussi très vite. Question de Céleste. A-t-on de réelles chances d'intégrer le programme Grande École après un bachelor tout court? Est-ce qu'on a de plus grandes chances d'intégrer un programme Grande École après Avoir un fait un bachelor? bachelor. Ouais. Ou est-ce que. Je pense honnêtement qu'on peut répondre oui. Alors après, ça dépend quelle école on vise après le bachelor. Mais dans la plupart des cas, les étudiants donc, peuvent passer le concours passerelle 2, par exemple, après un bac plus 3, donc après une licence ou un bachelor. Et la plupart des étudiants réussissent ce concours. C'est vrai qu'on les prépare très bien à la suite de leurs études. Oui. C'est le but. Donc sauf Oui. accident, Oui. a priori. Les 3 ans en général C'est un de parcours qui se bachelor fait, les préparent vraiment à justement pouvoir intégrer ou pouvoir continuer les 2 années supplémentaires dans les grades de master. Oui, oui. Et ils sont prêts pour le concours suivant en fait. Est-ce que, question de Résus, aura-t-on accès à ses notes et son classement et donc au nombre d'admissibilité après coup? Ça, une fois que tout est fini, est-ce que vous communiquez sur les notes et les résultats Oui, oui, les résultats. Oui, mais je dirais que malheureusement, c'est après la bataille, parce que je répète, comme nous devons respecter la charte APB, nous ne pouvons pas donner les résultats, et notamment après les épreuves orales. Donc, après les écrits, à ils quel moment le est-ce savent. qu'on peut les récupérer? C'est peut-être juste par Bah, c'est après le 14 juillet. Ouais, une fois Après que, les 3 tours une fois que tout d'affectation est terminé. d'APB, donc l'intérêt est généralement retombé, on va C'est dire. trop tard. C'est histoire de savoir, effectivement, mais c'est fait, c'est fait. Tendance du 35, quels sont les débouchés à la suite d'une école à tout plus 3? Alors, on n'a pas parlé de cet aspect-là, effectivement. On a pourquoi, le contenu. Quand on sort, alors on peut effectivement continuer ses études. Est-ce qu'il y a des débouchés? Alors les débouchés, j'imagine que c'est évidemment plus professionnel. À la suite d'une école, est-ce qu'on peut travailler directement en sortie d'école? C'est une très bonne question, parce que ce qui est important, c'est effectivement dans le choix d'une école de vérifier quel type de diplôme on obtient à la sortie et après le bachelor, quelle possibilité de poursuite d'études on peut avoir, mais aussi effectivement quel débouché. Alors comme on l'a dit, comme 80-85% poursuivent leurs études, c'est plus des débouchés à l'issue du master, du bac plus 5. Donc c'est la panoplie des débouchés possibles, c'est l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Après, ça peut dépendre aussi de la spécialité, de la spécialisation qui est choisie au niveau du master, par exemple. Donc ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans le domaine des ressources humaines, ça peut être dans le domaine de la logistique, par exemple. De la logistique. Ça peut être dans le domaine commercial, ça peut être créer son entreprise. Et j'insiste toujours sur les débouchés commerciaux. Il y a des postes d'ingénieurs commerciaux, d'ingénieurs d'affaires, de responsables de clientèle en France à l'international qui manquent cruellement aux entreprises. On estime que chaque année, c'est plus de 100 000 postes qui ne trouvent pas preneurs. Donc il y a vraiment des places à prendre et des débouchés. Ça, effectivement, c'est motivant. C'est motivant parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit beaucoup
où est-ce que je vais pouvoir trouver du boulot, là, il y a des postes à prendre de toute Oui. façon, Tout à fait. Oui. clairement. Mm, mm. Très bien, bah écoutez, on arrive au terme de ces 3/4 d'heure de questions-réponses. Peut-être avant de se quitter, une petite conclusion, un dernier message, sachant que bon, les inscriptions, il faut se dépêcher, il reste très peu de temps. Allez, Valérie, oui, commence par vous, puis ensuite Christian. Oui, oui, les inscriptions, il reste très peu de temps puisque c'est jusqu'au 20 mars, donc maintenant il faut faire jours. vite parce que dimanche soir ce sera trop tard. Donc voilà, faites vite, inscrivez-vous. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions et qu'on a donné les réponses les plus claires possibles pour que vous puissiez être convaincus et venir vous inscrire sur Atout+3 et sur la plateforme APP. Christian. Au-delà du 20 mars, bien vous assurer que vous allez jusqu'au bout de l'inscription Oui. sur APB, c'est très important Pour valider. pour valider votre inscription et être sûr de pouvoir donc être convoqué aux épreuves écrites le 16 avril. Donc bonne préparation, bonne chance et puis écoutez, j'espère qu'effectivement de nombreux internautes, de nombreux candidats rejoindront l'une des écoles à la rentrée prochaine. On l'espère. On espère, ça veut dire que vous aurez réussi. Merci à tous pour vos questions, merci de nous avoir suivis, merci à vous deux d'avoir vous êtes prêtés à ce jeu de questions-réponses. Donc le replay sera disponible très rapidement puisque les inscriptions c'est jusqu'au 20, donc il va falloir que vous puissiez éventuellement revoir les réponses aux questions. Donc on va le mettre en ligne très rapidement. Bon courage, bonne chance et surtout n'oubliez pas de compléter votre inscription. Surtout. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.